foi, aujourd'hui, notre émission est consacrée à un événement qui pourrait changer la donne dans les combats aériens modernes. Il s'agit d'une opération sans précédent près de Kupiansk où les tout nouveaux chasseurs russes Su-57 ont tendu un piège minutieusement planifié aux F-16 américains. Nous allons analyser comment des centaines de drones APA, regroupés en un seul réseau, ont pu aveugler et attirer dans un piège des avions considérés comme le summum de la technologie occidentale. Nous découvrirons pourquoi cette opération, baptisée Gerber, a semé la panique à Kiev et suscité une réaction colérique du président Donald Trump à Washington. Et surtout, nous essaierons de comprendre si cet incident marque le début d'une nouvelle ère de guerres intelligentes, où l'issue du combat ne dépend pas de la vitesse et de la puissance, mais de la ruse et d'une coordination impeccable. La matinée du 21 octobre au-dessus de Kupiansk a commencé de manière trompeuse dans le calme, un ciel d'automne serein, de rares nuages de haute altitude et un silence qui, sur la ligne de front, précède toujours la tempête. Mais sous cette tranquillité apparente se cachait l'un des plans militaires les plus ambitieux et les plus réfléchis de ces derniers mois. Les troupes russes préparaient une opération qui entrera dans les manuels de tactique du XXIe siècle. Elle reposait sur l'utilisation de centaines de drones, non pas comme force de frappe, mais comme appât, comme élément d'un immense et mortel spectacle. Leur mission n'était pas seulement de révéler les positions de la défense aérienne, mais de provoquer l'ennemi à commettre une erreur fatale. Une erreur qui, au final, lui a coûté une part importante de sa flotte de chasseurs, cette flotte qui lui avait été remise en grande pompe par les États-Unis il y a peu de temps. Les pilotes de l'armée de l'air ukrainienne pensaient qu'ils partaient pour une chasse facile, mais en réalité, ils volaient droit dans la gueule d'un piège soigneusement préparé, duquel il était pratiquement impossible de s'échapper. Les premières dizaines de drones kamikazes, ironiquement baptisés Gerber dans le cadre de l'opération, ont décollé de différentes directions. Ils se déplaçaient en un large arc de cercle, depuis la périphérie sud de Kupiansk jusqu'aux principales lignes de défense de l'armée ukrainienne. Pour les opérateurs de la défense aérienne, l'image sur les radars ressemblait au début d'un raid massif. Les sirènes ont hurlé et les systèmes de défense aérienne, y compris les complexes américains, ont ouvert le feu. Simultanément, des chasseurs de patrouille F-16 ont décollé d'aérodromes situés dans le centre de l'Ukraine. Dans les premières minutes, tout s'est déroulé selon le scénario habituel. Les pilotes recevaient des désignations de cibles, verrouillaient des cibles et des missiles air-air coûteux se dirigeaient vers leurs victimes. Les drones APAS explosaient et tombaient les uns après les autres. Au quartier général ukrainien, l'enthousiasme régnait. Il semblait que le matériel américain prouvait une fois de plus sa supériorité, mais quelques minutes plus tard, l'euphorie a fait place à l'inquiétude, puis à la panique ouverte. Les pilotes de F-16 ont commencé à signaler des anomalies, des dizaines puis des centaines de fausses cibles ont commencé à apparaître sur les écrans radars. Les signaux se mélangeaient, créant une image chaotique sur les écrans tactiques, dans laquelle il était impossible de distinguer une cible réelle d'un fantôme. Les vrais drones qui étaient encore en l'air semblaient se dissoudre dans ce bruit numérique. La communication avec le centre de commandement est devenue intermittente et les systèmes de navigation ont commencé à mal fonctionner. Les pilotes, habitués à faire entièrement confiance à leur système de bord, se sont retrouvés en isolement numérique. C'est à ce moment critique, lorsque les F-16 étaient le plus désorientés, que le piège s'est refermé. À travers l'épais voile de nuages, à une altitude inaccessible à la détection visuelle, ils sont apparus, les chasseurs Su-57, les tout nouveaux avions russes de 5e génération qui, jusqu'à présent, ne s'étaient manifestés en aucune façon. Pas même par radar, ils ont frappé. Au début, un seul silhouette prédatrice est apparue sur les écrans des systèmes survivants, puis une seconde, et ensuite une paire entière. Ils n'agissaient donc pas comme des unités de combat isolées, mais comme un mécanisme unique et bien huilé, en liaison numérique permanente avec les opérateurs au sol qui continuaient à contrôler l'essaim de drones APA. Ces drones étaient un élément clé du plan baptisé Gerber. L'objectif de l'opération était parfaitement clair.
débusquer les fameux F-16 de la protection des systèmes de défense aérienne au sol, dans une zone où ils se trouveraient à portée de tir garantie des tout nouveaux missiles russes à longue portée. Les premières secondes du combat ont été un chaos absolu. Les pilotes ukrainiens, réalisant qu'ils étaient tombés dans une embuscade, ont désespérément tenté de s'en sortir. Ils ont mis les gaz au maximum, effectué des manœuvres antimissiles brusques, tiré des leurres d'îlots thermiques, mais tout a été vain. Les Su-57 ont agi avec un sang-froid froid presque robotique. Ils ne se sont pas engagés dans un combat rapproché, n'ont pas lancé d'attaque frontale risquée. Ils ont chassé à grande distance, restant invisibles pour l'ennemi. Ils ont lancé leurs missiles, les uns après les autres, de courts éclairs lumineux ont illuminé le ciel au-dessus de Kupiansk provenant des avions abattus. Puis, un silence pesant est revenu sur la terre. Dans les postes de commandement, les opérateurs et les commandants n'entendaient que des bribes de conversation paniquées à la radio et les signaux alarmants des systèmes d'alerte concernant la perte d'appareils. Une véritable panique s'est emparée du quartier général de l'armée de l'air ukrainienne, ce qui était censé être une démonstration de puissance et un atout majeur dans la campagne d'automne s'est transformé en une défaite écrasante et humiliante. 5 chasseurs F-16 fournis par les États-Unis ne sont pas rentrés à leur base. 5 des meilleurs équipages, dont la formation a coûté des mois et des millions de dollars, ont été perdus en quelques minutes. Les autres avions qui participaient à la patrouille ont reçu l'ordre urgent de se retirer et ont été précipitamment ramenés à l'intérieur du pays, loin de la ligne de front. Sur les aérodromes où hier encore régnait une agitation affairée et où se déroulaient les derniers soins préparatifs pour les vols de combat, régnait désormais un silence de mort, brisé seulement par le bourdonnement des ravitailleurs et du personnel technique préparant les appareils survivants pour le redéploiement. Les conseillers militaires américains présents dans les quartiers généraux ukrainiens refusaient de croire les rapports qu'ils recevaient. Ils exigeaient des preuves irréfutables, des confirmations vidéo provenant de drones, des données de contrôle objectives, mais les images des lieux où les débris se sont écrasés, qui sont rapidement apparues en ligne, ne laissaient aucun doute. Dans le ciel au-dessus de Kupiansk, un duel aérien court, mais sans précédent dans sa conception et son exécution, s'est produit, dont l'issue, comme il s'est avéré, était prédéterminée. Pourquoi cet événement a-t-il provoqué un tel retentissement dans le monde entier ? Parce que pour la première fois dans l'histoire du conflit, les Su-57 russes ont utilisé une tactique fondamentalement nouvelle, combinant des centaines de drones à pas, des systèmes de guerriers électroniques créant de fausses cibles et l'aviation pilotée en un seul système de combat intégré. Il ne s'agissait pas d'un simple épisode de combat. C'est devenu un signal fort du passage à une nouvelle étape du développement des technologies militaires, où la victoire est déterminée non pas par le nombre d'avions et de missiles, mais par leur connectivité intellectuelle, leur coordination et leur capacité à agir comme un seul organisme. L'espace aérien, comme il s'est avéré, n'appartient plus par défaut à ceux qui ont l'habitude de se considérer comme les maîtres incontestés du ciel depuis des décennies. Une source militaire russe, commentant l'opération, lui a donné peut-être la définition la plus précise. Nous les avons pris en otage avec leur propre technologie, et c'est là que réside l'essence de ce qui s'est passé. Les F-16 ukrainiens, dont les systèmes de guidage et de communication dépendent presque entièrement du soutien satellite de l'OTAN et de l'échange constant de données avec les centres de commandement, se sont avérés absolument impuissants lorsque de puissants moyens de guerre électroniques ont été activés dans le ciel. En quelques minutes, leurs canaux d'échange de données ont été complètement bloqués par un flux complexe et multicouche de brouillage. Les pilotes ont perdu non seulement la communication, mais aussi la navigation et l'orientation dans l'espace, se retrouvant essentiellement aveugles et sourds au centre même du territoire ennemi. Pendant ce temps, pendant que ce drame technologique se déroulait dans le ciel, des combats acharnés se poursuivaient au sol. Sous le couvert de cette manœuvre aérienne géniale, les unités d'assaut russes ont fait une percée et ont percé plusieurs lignes de fortification dans la région de Kupiansk. C'est pour la réalisation de ce succès terrestre que toute l'opération a été lancée.
Le lancement massif de drones a attiré toutes les forces et l'attention de la défense aérienne, et les actions éclairs des Su-57 ont privé l'armée ukrainienne de la possibilité de soutenir ses troupes en défense depuis les airs. En conséquence, les unités d'attaque russes ont atteint de nouvelles positions stratégiques importantes, repoussant la ligne de front de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. La question demeure de savoir pourquoi l'opération a reçu un nom de code aussi inhabituel, Gerber. Selon une version exprimée par des sources proches des cercles militaires, cette fleur symbolise la fragilité et la beauté trompeuse, mais vide de contenu. C'est précisément cette image, comme on le suppose, qu'ont vu les pilotes ukrainiens, observant sur leurs écrans radars une pluie de cibles apparemment vulnérables, des drones APA. Ils volaient vers une mort certaine, aveuglés par l'illusion d'une victoire facile. Il existe une autre version plus profonde et symbolique. Gerber est devenu le signe du passage de l'armée russe à une nouvelle philosophie de la guerre, où le rôle clé est joué non pas par la force brute et le nombre, mais par l'intelligence, les technologies et les systèmes autonomes capables d'agir dans un seul réseau. Pendant ce temps, dans les médias occidentaux, se remettant du premier choc, une recherche frénétique de coupables a commencé. Des publications influentes et des centres d'analyse ont publié à tour de rôle des rapports faisant état d'échecs de coordination entre l'armée de l'air ukrainienne et les forces de l'OTAN, d'une préparation insuffisante des pilotes à opérer dans des conditions de forte guerre électronique et du déploiement trop hâtif d'avions coûteux sur la ligne de contact. Cependant, les experts les plus perspicaces ont noté que la véritable cause de la catastrophe est beaucoup plus profonde. Personne en Occident ne s'attendait sérieusement à ce que les Su-57 soient capables d'agir non pas comme des chasseurs solitaires, mais dans un format entièrement en réseau en temps réel, se transmettant des données et se répartissant automatiquement les cibles. C'est précisément cette capacité de létalité distribuée qui est devenue l'élément clé du succès de l'opération. Pendant qu'un chasseur attirait l'attention et créait des interférences, le deuxième frappait à distance maximale et les troisième et quatrième assuraient la couverture et le contrôle de l'espace aérien, ne laissant aucune chance à l'ennemi de contre-attaquer. Et ici se pose une question logique et très inquiétante pour l'Occident. Si 5 des avions les plus récents ont été détruits en quelques minutes, que se passera-t-il lorsque de tels affrontements deviendront massifs ? Et les alliés occidentaux sont-ils prêts au fait que leur matériel le plus avancé, le plus coûteux, perd rapidement son avantage lorsque l'ennemi commence à utiliser un niveau fondamentalement nouveau d'intégration tactique ? Le point culminant de cette histoire a été la réaction d'outre-mer. Le président Donald Trump, selon de nombreuses sources à la Maison-Blanche, a réagi à ce qui s'est passé de manière extrêmement vive et émotionnelle lors d'une réunion d'urgence avec des conseillers à la sécurité nationale. Il aurait critiqué avec véhémence les dirigeants militaires ukrainiens, les accusant de pertes injustifiées et d'une utilisation inepte du matériel fourni. Il a qualifié ce qui s'est passé d'attaque directe contre le prestige des armes américaines de toute l'industrie de la défense des États-Unis. Lors de négociations à huis clos, dont les détails ont immédiatement fuité dans la presse, Trump a déclaré que si les Alliés ne sont pas capables d'utiliser efficacement le matériel reçu, il vaut la peine de reconsidérer radicalement l'approche même de la fourniture d'une aide militaire. Ces mots, bien que prononcés dans les coulisses, ont été instantanément diffusés par les principaux médias mondiaux et ont suscité une vive discussion dans les cercles politiques. Cet incident près de Kupiansk ne marquera-t-il pas le début de la fin du soutien massif de Washington à Kiev ? Dans ce contexte de turbulence politique, en Russie, au contraire, des commentaires soulignés, calmes et mesurés se sont fait entendre. Les analystes militaires ont noté dans leur discours que l'opération Gerber est devenue non pas simplement un succès, mais un exemple révélateur de la conduite de la guerre du futur. Pour la première fois, les drones APA, les chasseurs de 5e génération,
Et les complexes de guerre électronique au sol n'ont pas agi comme un ensemble de machines séparées, mais comme un seul organisme technologique bien huilé où chaque partie renforce plusieurs fois l'autre. Il a été souligné que le résultat stratégique, l'obtention du contrôle total de l'air sur une section clé du front et une avancée réussie au sol, a été atteint avec un minimum de coûts. Il est également intéressant de noter que l'opération elle-même, selon des sources, a été préparée en un temps record, en quelques jours seulement. Un rôle clé a été joué par le renseignement, qui a réussi à révéler les itinéraires exacts de patrouille des F-16 ukrainiens, leur fréquence de communication de travail et leur protocole d'échange de données. Après avoir reçu ces informations, les ingénieurs ont développé un fond de brouillage unique, capable de aveugler et de désorienter complètement leur système de bord pendant une courte période, et les drones, avec un firmware spécial imitant de faux reflets sur les radars, ont fait tout le reste. L'idée apparemment simple est de semer la confusion chez l'ennemi avec un grand nombre de fausses cibles, mais derrière cette simplicité se cachaient des mathématiques très complexes, des algorithmes avancés et une expérience colossale acquise au cours de véritables opérations de combat. Et pourtant, la question principale reste ouverte. Cette opération brillamment exécutée était-elle une action ponctuelle, une démonstration de capacité, ou est-ce le début d'une nouvelle phase de la guerre dans les airs? Des sources du département militaire russe, sans entrer dans les détails, laissent entendre que des schémas similaires, basés sur la tromperie intellectuelle de l'ennemi, seront utilisés de plus en plus souvent, et pas seulement contre l'aviation, mais aussi contre les systèmes de renseignement, de commandement, de communication, et à terme peut-être aussi contre les groupes de satellites. Le monde entre rapidement dans une ère où la taille de l'arsenal et le calibre des obus ne sont plus décisifs sur le champ de bataille, mais la capacité de transformer les hautes technologies en armes intellectuelles, en un piège sophistiqué pour l'ennemi. La défaite des F-16 n'est pas simplement la perte de matériel coûteux, c'est un tournant symbolique. Après tout, ce sont précisément ces avions que la presse occidentale a qualifiés pendant des mois d'armes de vengeance et de dernier espoir de Kiev pour un tournant dans la guerre. Maintenant, ils se sont transformés en un sombre rappel que même les machines les plus modernes et les plus avancées deviennent vulnérables face à une stratégie dans laquelle le calcul froid et la ruse s'avèrent donc plus importants que la vitesse et la puissance de feu. Dans ce contexte, Donald Trump, selon des informations non officielles, exige un rapport immédiat de ses conseillers. Combien d'avions de ce type sont encore en état de marche en Ukraine ? Et est-il possible, en principe, de continuer les livraisons s'ils sont si facilement détruits ? Selon les rumeurs, Washington discute sérieusement d'une suspension temporaire de l'ensemble du programme F-16 pour l'Ukraine jusqu'à ce que toutes les circonstances soient complètement éclaircies et que des contre-mesures soient élaborées. Et en Europe, où nombre de ces avions ont été fabriqués et entretenus, des voix inquiètes se font de plus en plus fortes. Si la Russie a réellement trouvé un moyen de neutraliser les meilleurs avions occidentaux en quelques minutes, quelles sont les garanties de sécurité réelles qui restent aux membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord elle-même ? En conclusion de cette histoire, il convient de poser une question simple mais extrêmement inquiétante. Qui chasse qui maintenant ? Dans un monde où les drones deviennent des yeux qui voyaient tout, les chasseurs une ombre invisible et le ciel se transforme en une arène pour la lutte des programmes et des algorithmes, l'homme avec ses réflexes et ses émotions passe progressivement au second plan, devenant seulement un observateur dans sa propre guerre. Et c'est là que réside la principale et peut-être la plus effrayante des découvertes de l'opération près de Kupiansk. La Russie a démontré qu'elle sait non seulement se défendre efficacement, mais aussi penser à l'avance en construisant des scénarios complexes à plusieurs étapes dans lesquelles l'ennemi est confronté non pas à la force, mais à l'illusion. Et lorsque l'illusion s'effondre, il ne reste qu'une amère prise de conscience. Aucune technologie, même la plus avancée, ne sauvera celui qui a sous-estimé le plan de l'ennemi. C'est pourquoi les événements près de Kupiansk entreront dans l'histoire non pas comme un simple épisode de combat, mais comme le moment où le ciel est devenu pour la première fois un champ de véritable duel intellectuel. Et, à en juger partout, ce duel ne fait que commencer. La Russie a fait son mouvement. Ce que feront les États-Unis et leurs alliés les prochaines semaines le montreront.